Moteur! Allons-y! Moteur! Der Wundkanal hier ist eine Schussverletzung. Die haben sie für tot gehalten. Haben sie Glück gehabt. Du hast geerbt. Deine ganze Familie ist tot. Wo ist Johnny? Johnny hat dich verraten. Bonjour, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je vous parle d'un film. Non pas, je ne vous parle jamais d'un film que je n'ai pas vu. Et donc, c'est un film, en revanche, que je vais aller voir et que je vous recommande a priori. Donc, vous voyez, je fais confiance au réalisateur. Il s'agit de Petzold. Et ce film s'intitule Miroir numéro 3. Et donc, il est sur actuellement tous les écrans, les bons écrans des villes. Et donc, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce réalisateur parce que dans ses films, il va au-delà du réel. C'est-à-dire qu'il donne de la profondeur au réel, et c'est quand même ça qu'on demande au réalisateur. Parce que si c'est l'histoire de ma concierge qui tombe amoureuse du fleuriste, c'est sympathique, mais enfin bon, voilà, si on prend pas un peu de recul pour raconter cette histoire, je suis pas sûr que ce soit la peine d'aller au cinéma. Tandis que là, je vais vous parler d'un film évidemment que j'ai vu, il s'agit de Phoenix. Phoenix, c'est un film qui est sorti, je ne sais plus, peut-être j'aurais dû regarder avant, je peux pas vous le dire, c'est pas grave. C'est un thriller, mais un peu sophistiqué. Et moi, j'aime tous les films pour des raisons différentes, mais avec toujours quand même cette espèce de profondeur. Notamment, j'avais beaucoup aimé Ondine, qui était avec Pamela, je sais pas si c'est Pamela Behr, qui est fantastique évidemment. Puis il y avait aussi son film Barbara, c'était un film historique, un peu avec une reconstitution comme dans Phoenix. C'est pour ça que je me focalise aujourd'hui sur Phoenix. Il faut quand même que je me souvienne de quelle année, je crois que c'est autour de 2014-2015. Mais enfin, j'y vais un peu sur la pointe des pieds parce que c'est ma mémoire qui peut faire défaut. Donc c'est un film, entre parenthèses, Phoenix. Je veux dire, ce qui devrait vous intéresser dans ce que je vais dire, c'est surtout la façon dont le réalisateur réalise. Et c'est pour ça qu'il faut se focaliser sur des réalisateurs qui ont vraiment des choses à dire et qui créent des œuvres. Alors ce film, Phoenix, quand il est sorti en Allemagne, il a créé un certain malaise. Et notamment, pourquoi ? Parce qu'on parlait de l'horreur des atrocités d'Auschwitz. Et comme quoi, même en Allemagne, on reste parfois un peu bloqué sur l'histoire, parce que c'est ça. Un film, ça n'est pas uniquement l'histoire, c'est la façon dont c'est raconté que ça devient génial. Ça peut le devenir, en tout cas. Alors Christian Petzold, il réalise un film avec sa famille cinématographique, c'est-à-dire ses acteurs. Il y a Nina Hoss, superbe toujours son même directeur de la photographie, le remarquable Ronald Zerfeld. Ce sont des acteurs qui sont en retenue, en silence, en regard, dans un film romanesque, Phoenix, et où la tragédie se décline au-delà du contexte historique. Vous comprenez ? C'est ça, c'est une œuvre, c'est une tragédie. Voilà. C'est une tragédie, mais c'est non pas parce que c'est, je le répète, c'est une histoire un peu au ras des pâquerettes qui peut faire pleurer, c'est pas le problème. Mais enfin, là, on est quand même, si vous voulez, il y a une émotion esthétique qui est remarquable. Donc ce film, il est bien nommé Phoenix. Phoenix parce que il porte dans le film le nom d'un cabaret aux couleurs très rouges. Il n'est pas sans évoquer évidemment le phénix, cet oiseau légendaire qui symbolise la mort et la résurrection. Oiseau magnifique, au plumage rouge, et qui est aussi appelé oiseau de feu. Et en effet, il s'agit d'une résurrection. C'est celle de Nelly, le personnage principal, qui revient défiguré des camps de Auschwitz. Alors, dès les premières images, le film est traité avec suspense. Il y a un cadrage très serré, il y a une caméra embarquée dans la voiture, où à travers de la vitre de la voiture, il y a la suspicion de la part des Américains qui pistent les nazis qui veulent fuir. Donc, il y a un arrêt, et là, il y a un quiproquo, parce que la personne qui est invisible, donc c'est Nelly, sous des pansements, puisqu'elle a été défigurée, eh bien, c'est une femme qui revient martyrisée par les nazis. Ce sont pas des nazis qui veulent fuir, mais voyez, il y a cette espèce de quiproquo déjà qui est très intéressant. Et la séquence qui se termine, elle se termine par un mot, pardon, pardon. C'est l'homme chargé du maintien de l'ordre qui dit, quand il découvre l'horreur, pardon. Alors, autant cette séquence est sombre, autant celles qui vont suivre autour de la transformation de Nelly, puisqu'elle est sortie des camps nazis et qu'elle va essayer de se reconstruire, sont d'une blancheur excessive, on pourrait peut-être même dire excessive. C'est-à-dire, il y a les murs blancs, les pansements blancs, les blouses blanches à l'hôpital, etc., etc. Et le passé de Nelly est évoqué par des inserts, sorte de rêverie qui la montre dans le camp et dans une lumière un peu or, ou encore commençant elle marche, elle va vers un homme
qui est de dos et qui joue du piano. Ce sont des séquences discrètes, mais présentes, et qui vous mettent évidemment la puce à l'oreille. Et la séquence où Nelly se trouve face à des photos sont des témoignages de ce qui a été. C'est-à-dire que la photo a longtemps été la preuve que les choses avaient existé. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'est plus le cas, ce qui est quand même très dérangeant d'ailleurs. Et donc, ce sont des archives. Et une séquence montre Johnny, qui était l'ex de Nelly, donc cette femme qui sort des camps de concentration. On montre Johnny qui est pourchassé parce qu'il a essayé de supprimer son passé. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, c'est comment est-ce qu'on peut supprimer son passé? Ben non. Et donc, les quiproquos ne manquent pas dans ce film. Celui de Nelly, notamment, qui croit reconnaître Johnny. Elle le voit partout parce qu'elle l'aime, encore. Alors que Johnny, lui, il ne la reconnaît pas, parce qu'il ne l'a jamais aimée. On en a la preuve. Mais lorsqu'elle écrit et signe à un moment un dernier papier, je ne veux pas vous raconter le film, il faut aller le voir, le réalisateur a fait en sorte que le bruit du crayon sur le papier est omniprésent et très dérangeant, et c'est magnifique parce que ça crée aussi un espèce de suspense. Donc voilà, c'est là qu'intervient la réalisation, comment l'histoire est racontée. Parce qu'il s'agit bien d'une histoire d'amour, qui fait d'ailleurs penser à Vertigo. D'ailleurs, je crois que le réalisateur aime beaucoup Hitchcock. Vertigo, Sueur froide de Hitchcock, que tout le monde connaît évidemment. Johnny, voulant jouer les Pygmalions et donner à Nelly le look de Nelly, celle qui fut sa femme et qui l'a trahi. C'est-à-dire, il ne la reconnaît pas, mais en même temps, c'est parce qu'il n'ose pas dire qu'il l'a trahi. Et donc, il essaie de la remettre sur pied, de lui faire ressembler à la Nelly qu'il a aimée, qu'il a cru aimer, en tout cas qu'il a fait croire. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est complexe, évidemment. Cette transformation a lieu d'ailleurs dans un sous-sol, un blanc sale, et le cheminement les amène devant le passé en ruine. C'est intéressant parce que là, c'est comme une métaphore. On arrive devant une maison, leur maison, qui est devenue un amas de gravats. Tout est détruit. Tout est détruit. Donc, il y a un personnage, c'est une amie de Nelly, qui elle aussi est très intéressante parce qu'elle symbolise la raison. Et elle va jusqu'au bout de sa détresse en se suicidant. Elle est montrée en pleine lumière, voyez donc cette espèce de contrepoint comme ça, jusqu'à l'ellipse de sa mort. Et alors que Nelly est souvent, pour ne pas dire toujours, filmée soit en contre-jour, c'est-à-dire c'est une silhouette sombre, elle n'est pas encore sortie de son passé, ou elle est filmée derrière une baie vitrée, nimbée de lumière, ce qui lui donne une apparence presque de fantôme, un aspect fantastique, qui fait rappeler d'ailleurs ce qu'on pouvait trouver dans des films de Le Tourneur, etc., où on la trouve aussi entre deux portes, ou entre des fenêtres fermées. Donc vous voyez, le cadrage, la façon dont elle est filmée, les lieux où elle est, apporte quelque chose à ce personnage, lui donne une consistance formidable. Eh bien, Lena, cette amie qu'elle a, elle est positionnée souvent sur le chambranle des portes ou des fenêtres. C'est-à-dire elle n'est pas dans l'entrebâillement des choses. Et elle aura une action définitive, évidemment. Et le dernier plan du film, très important, aussi important qu'un début de film, Nelly va se dissoudre dans le flou. Et ça, c'est très significatif. Elle sort du champ par une fenêtre et disparaît à tout jamais de la vision de Johnny. Elle s'échappe parce qu'elle est sûre qu'il l'a trahi. Elle est sûre de cette trahison. Et donc, lui au fond, c'est la meilleure façon de se venger. Parce que c'est un drame pour lui, évidemment. Et Johnny, qui est un metteur en scène, va réaliser sa séquence du retour de Nelly sur le quai de la gare. Et là, il réalise quelque chose qui est de l'ordre de la fiction. C'est-à-dire, il choisit les costumes, il écrit les dialogues, mais seulement il oublie d'intervenir auprès des témoins qui révèlent, eux, la vérité qui le dérange. C'est donc, on voit très nettement, sans que ce soit dit, le personnage de Johnny qui est en fond un manipulateur très égoïste. Au fond, il veut rien savoir. Elle raconte, mais il se bouche les oreilles. Il n'entend pas, il ne comprend pas. Et il y a des chansons qui rythment le film, et notamment les textes aussi sont très intéressants parce qu'on entend « Parle tout bas quand tu parles d'amour ». Et justement, c'est extrait d'une comédie musicale avec Ava Gardner. Ça aussi, chez Petzold, on trouve comme ça des petites références avec le cinéma d'antan. Et cette chanson est un leitmotiv qui fait penser aussi d'ailleurs un peu la façon dont c'est construit au film de Casablanca, vous vous souvenez, avec Bogart et Bergman. Mais là, évidemment, c'est pas tout à fait le même film, mais il y a quelque chose d'un peu semblable. En tout cas, c'est comme des citations.
Et d'ailleurs, l'utilisation des musiques dans Phénix, ce film, est très narrative. Par exemple, au Phénix, ce fameux cabaret, il y a 2 danseuses, Vicky et Lola. Lola, entre parenthèses, là aussi, est-ce que c'est une petite référence à demi, je n'en sais rien. Et elle chante « Nuit et jour, je pense à toi, où que je sois, je pense à toi ». Et Nelly, elle regarde Johnny qui travaille comme barman. Là aussi, vous voyez, il y a une espèce de confusion très intéressante avec des chassés-croisés qui sont tout à fait remarquables et qui vous mettent l'émotion en éveil, si je puis dire. Et puis, je reviens sur la dernière séquence du film. Il faut entendre le texte de la chanson. Le texte dit « il est tard, le rideau descend, l'heure a sonné, trop tôt, il ne joue plus ». Oui, ça aussi, c'est personne ne joue plus. C'est la fin du jeu pour Johnny. La réalité avec un numéro de matricule et la disparition de Nelly. C'est-à-dire ce qu'il avait essayé pour essayer de camoufler sa trahison, inventer une histoire, et bien tout d'un coup, à un moment, faut pas rêver, les choses redeviennent dans la réalité. Voilà. Donc si vous voulez, vous l'avez compris, Petzold, il joue dans tous les films, et je pourrais vous citer de Ondine aussi. On joue sur comment dire, c'est à la fois, comment expliquer ça? Il part d'une histoire réelle et en même temps la sublime parce qu'il est cultivé. Oui, je crois quand même que quand on veut faire du cinéma, un peu, si on veut peindre ou si on veut écrire, c'est mieux quand même qu'on ait un tout petit peu de culture. C'est mieux, je crois, mieux. Parce que c'est là qu'on peut créer véritablement une œuvre d'art, une œuvre. Voilà. Tout simplement. Le cinéma, on l'oublie trop souvent aujourd'hui, c'est quand même le 7e art. Voilà, et donc sur ces paroles musclées révolutionnaires comme d'habitude, je remercie Pierre-Jean et nous, on se voit la semaine prochaine. Et puis, je ne sais pas de quoi je parlerai, mais peut-être d'un film iranien. À bientôt.